Autorisation VOR. DME 19, arrivée Roseau Unité. Le 20 décembre 1995, un Boeing 757 d'American Airlines en provenance de Miami entame sa descente sur l'aéroport de Cali, en Colombie. American 965. Les passagers se préparent pour l'atterrissage. Les pilotes, eux, sont concentrés sur leur descente et pourtant, ils vont commettre une terrible erreur. 9000 pieds. Ils se perdent en pleine nuit au cœur des montagnes dont les sommets dépassent les 3000 mètres. Oh merde! Voici l'histoire du vol American Airlines 965. « 1995, quelques jours avant Noël à l'aéroport international de Miami. Les passagers du vol American Airlines à destination de Cali terminent leur enregistrement alors que l'équipage boucle son plan de vol. Partir à l'heure prévue. Je croise les doigts. Le vol 965 est prévu au départ de Miami à 16h40, mais il est retardé de 30 minutes pour permettre l'embarquement de passagers en transit. Checklist. Tout est OK. Les Doosan attrapent l'avion de justesse. On est assis là. À Miami, on nous a demandé de nous dépêcher parce que l'avion pour Cali était sur le point de partir. Nous étions vraiment contents de pouvoir prendre ce vol. Ça y est, vous êtes là? Il s'en est fallu de peu. Vous avez embarqué juste à temps? Ouais. C'est fou, du New Jersey jusqu'à Miami, voilà qu'on allait rater l'avion. Mercedes Ramirez, accompagnée de ses parents, parvient elle aussi à embarquer au dernier moment. Nous étions sur la liste d'attente, donc nous n'étions pas certains d'embarquer. On a sauté de joie en entendant nos noms, parce qu'on allait pouvoir partir. Le vol 965 quitte la porte d'embarquement à 17h14 avec 34 minutes de retard. Mais les problèmes ne font que commencer. Alors que l'appareil roule sur la piste, la tour informe l'équipage d'un nouveau contretemps. American 965, je vous rappelle. En pleine période de vacances, le trafic aérien est surchargé et les pistes totalement encombrées. L'équipage est contraint à une attente d'1h20. C'est parti. American 965. American 965. Enfin, avec 2 heures de retard sur l'horaire prévu, le vol 965 peut s'aligner sur la piste. Vous êtes autorisé à décoller. Merci et joyeux Noël. Autorisé décollage. Piste 27 droite, American Airlines 965. Vous faites du bon boulot. Bonne nuit les gars. Le commandant Nicolas Tafouri, 57 ans, est responsable du vol 965. Il est l'un des meilleurs pilotes d'American Airlines, avec plus de 13 000 heures de vol, dont plus de 2000 sur Boeing 757. Il connaît bien Cali. Il a déjà fait ce vol à plusieurs reprises. 200 pour le cap, montée au niveau 160. 160 American 965. Le copilote, Denis R. Williams, 39 ans, est aux commandes de l'avion. Il travaille depuis 9 ans pour American Airlines, mais lui, c'est son premier vol sur Cali. Nous sommes en période de vacances et l'avion est rempli de passagers qui s'apprêtent à fêter Noël. La plupart des passagers revenaient au pays pour les vacances de Noël ou pour rendre visite à leur famille. On était vraiment tous ravis de rentrer. Ce 20 décembre est une journée très particulière pour Mercedes. Étudiante dans une université du Missouri, elle fête aujourd'hui ses 21 ans et ce voyage est un cadeau offert par ses parents. D'habitude, nous fêtions Noël chez nous à Kansas City. Mais cette fois-là, ils voulaient faire quelque chose de particulier. Nous n'avions jamais passé de vacances en famille en Colombie. C'était un grand événement pour nous.
Comme nous étions sur la liste d'attente, nous n'avons pas réussi à être tous les trois côte à côte. J'étais assise à côté d'un hublot, ma mère à côté de moi sur le siège du milieu, et côté couloir, il y avait un passager à peu près de mon âge. Quant à mon père, il était à la rangée derrière. Rien d'extraordinaire, c'était un vol normal. Le jeune passager assis à côté de la mère de Mercedes s'appelle Mauricio Reyes. Il a 19 ans et est étudiant à l'Université de Michigan. Gonzalo Dusan, sa femme Nancy et leurs deux enfants, Michel et Gonzalo Jr., ont été plus chanceux. Eux sont assis les uns à côté des autres. On était très excités parce que c'était la première fois qu'on partait en famille passer Noël là-bas, à Cali. On allait revoir tous les membres de notre famille, nos frères et sœurs, et puis aussi revoir notre ville. « 2h45 après son décollage, l'avion est en croisière à 37 000 pieds, plus de 12 000 mètres, et vole droit sur Cali. Voyons voir, il nous reste 136 nautiques. L'avion est un Boeing 757-200, un avion moderne doté de systèmes informatiques sophistiqués. Il est notamment équipé d'un FMS. Dans lequel on insère les données, notamment de navigation. Ensuite, le pilote automatique va suivre cette programmation, c'est-à-dire tous les points de vol qu'on y aura insérés. En clair, l'équipage n'a plus qu'à surveiller l'ordinateur qui pilote l'avion. Le FMS est le meilleur ami du pilote. Mais mal programmé, il peut aussi devenir son pire ennemi. Nous sommes à 1 heure de l'arrivée à Cali, lorsque Mercedes décide de changer de place. Ma mère parlait avec l'étudiant assis à côté d'elle. Je crois qu'elle essayait de me brancher avec lui, parce qu'elle n'arrêtait pas de dire « Oh, ma fille est au collège, et ma fille par-ci, et ma fille par-là. » Enfin, ça me gênait un peu, quoi. Alors je me suis levée, je suis allée m'asseoir derrière, à côté de mon père. En fait, cette décision apparemment anecdotique va lui sauver la vie. Malgré l'absence de lune, la nuit est claire et la visibilité est de plus de 10 km. Toujours plus ou moins le même scénario. 10 heures de repos, 30 minutes de briefing. Le commandant Tafuri s'inquiète de l'heure d'arrivée à Cali. C'est le règlement FA. Les règles de l'aviation américaine sont strictes. Les équipages doivent rester au sol un nombre d'heures minimales avant de pouvoir réembarquer. Avec plus de 2 heures de retard, il leur reste à peine le temps minimum de repos s'ils veulent repartir à l'heure le lendemain matin vers Miami. Quand tu commenceras la descente, préviens-moi quelques minutes avant, au cas où il y aura un problème de langue. Ok. Le moindre retard supplémentaire aurait des conséquences directes sur le vol du lendemain. Voyons voir, nous sommes à 136 nautiques du VOR, notre altitude est de 32 000 pieds et on doit descendre en douceur. Autant commencer maintenant, non? Il leur reste 25 minutes pour ne pas dépasser leur heure maximum. Bon, une dernière chose, arrange-toi pour garder la même vitesse en descente, ça pourrait nous aider. Ok. Gonzalito, laisse ta sœur s'asseoir près du hublot. Chez les Dusan, les enfants se disputent la place près du hublot. Fais-le pour papa. Allez. Je me souviens de leur avoir dit, avant Cali, lorsque l'avion a commencé à perdre de l'altitude, « Regardez, on va voir la vallée et la ville. Et ça va être très joli parce que chaque année, ils décorent la montagne avec des lumières de toutes les couleurs. » Ensuite, ils ont commencé à se disputer pour avoir le siège près du hublot. Je me bagarrais avec mon petit frère Gonzalito. On se disputait la place près du hublot. S'il te plaît, Gonzalito, laisse la place à ta sœur. Et moi, je disais, je veux voir les lumières, je veux voir l'aéroport. Ça l'a rendu furieux. Allez, mon grand, va t'asseoir à côté de ton cousin.
C'est bien, mon garçon. Regarde toutes ces lumières, Michel. C'est joli, hein? Ça commence à être lent. Je crois qu'on arrive. Bon, bah tant mieux. Michel, tu as vu toutes les lumières? Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous avons commencé notre descente vers l'aéroport de Cali. C'est une belle soirée. Comme prévu, nous allons juste traverser une ou deux averses. La visibilité est excellente et la température extérieure... À cet instant, tout va bien à bord. C'est à partir de maintenant que les pilotes vont commettre la première d'une longue série d'erreurs. Le vol 965 n'est plus qu'à une centaine de kilomètres de Cali et entame sa descente. L'aéroport est situé à l'extrémité d'une longue vallée. Des deux côtés, d'immenses chaînes de montagnes s'élèvent à près de 4000 mètres. Pour les avions, ici l'environnement est hostile. Tu veux des cacahuètes? Non, merci. Tu veux boire? Ou bien est-ce que tu préfères attendre qu'on soit au sol? Ça peut attendre, merci. Pour suivre son plan de vol, l'avion doit passer au-dessus d'une série de points de report, les waypoints. Les waypoints, ce sont des points de survol. Vous les insérez, ces points de survol, dans l'ordinateur de bord, dans le FMS. Ensuite, l'avion va suivre ces waypoints dans l'ordre dans lequel vous les avez insérés. Donc, il ne faut pas se tromper. Ces points sont souvent des balises radio qui jalonnent la route. Le vol 965 s'approche maintenant du point de report appelé Toulois. Toulois est situé au début de la vallée qui mène droit à Cali. Ensuite, les pilotes doivent suivre cette vallée jusqu'à Roseau, le dernier point de report avant la piste. Enfin, la piste en service est en plein nord, ils vont devoir dépasser l'aéroport, virer à droite et atterrir par le sud. Elle lit très bien. Oui. Tenez, c'est cet article-là. C'est très instructif, vous verrez. Cali, American 965 à l'approche. Bonsoir, American 965. À vous. Buenas noches, señor. American 965, nous quittons niveau 230. Nelson Rivera est de service ce soir à la tour de contrôle. C'est lui qui doit gérer l'approche du vol 965. Mais il a un problème. Des rebelles opposés au gouvernement colombien ont détruit le système radar. Rivera n'a donc aucun moyen de contrôler réellement la position des avions. Votre distance DME de Cali? Sans assistance radar, le contrôleur aérien dépend donc des équipages pour connaître la distance qui les sépare de la piste. 63 nautiques DME. Le DM Cali, on est à tant de kilomètres de Cali, c'est indiqué en permanence. À vous, Cali. Bien reçu. Autorisé sur le VOR de Cali. Descendez à 5000 pieds et ensuite maintenez niveau. QNH 3002. Rappelez vertical Toulois. D'accord, autorisé direct sur le VOR de Cali et rappel vertical Toulois. Affirmatif. Le contrôleur demande au pilote de le contacter au passage de Toulois. Mais le commandant Tafouri, lui, retient surtout qu'il peut se rendre directement à Cali. Pour moi, le mot direct signifiait qu'il était autorisé à voler directement jusqu'à Cali, qu'il n'y avait pas d'attente. Donc, il devait nous renseigner sur sa position à Toulois, parce que nous n'avions pas de radar. J'avais besoin qu'il me donne cette information sur sa position exacte. Le commandant entre direct sur Cali dans le FMS. Et l'ordinateur obéit. Puisqu'on lui dit direct sur Cali, il efface tous les autres points, y compris celui de Toulois, qu'ils n'ont pas encore dépassé. Bon, je te programme Cali direct. Ok, merci. Commandant de bord au PNC, veuillez vous préparer à l'atterrissage, s'il vous plaît, merci. Je me souviens qu'ils nous ont demandé de redresser nos sièges. Je me souviens de ça. Et tout le monde était vraiment content, parce qu'on était tout près de Cali.
Il reste 11 minutes avant l'heure estimée d'arrivée. American 965, j'écoute. Le vent est calme, monsieur. Est-ce que vous voulez... Le contrôleur aérien demande à l'équipage s'il souhaite atterrir sur la piste 19. Tu veux essayer la 19? Au lieu de la piste 01 initialement prévue. Facile de descendre, mais c'est faisable. D'accord, monsieur, mais il va falloir descendre rapidement. Bien reçu, 965. Autorisé, approche VOR, DME 19. Ok. Les pilotes sont satisfaits. La piste 19 leur permet une approche directe sans avoir à contourner l'aéroport. Ils vont gagner plusieurs minutes. Mais du coup, la piste est plus proche que prévu. Et ils sont trop hauts. Pour accélérer la descente sans prendre trop de vitesse, le copilote va déployer les aérofreins. Ces petits volets situés sur la partie supérieure des ailes. Approche sur la piste 19. Arrivée. Roseau Unité. La décision de changer de piste a précipité les choses. Dorénavant, il faut descendre le plus vite possible pour ne pas rater le seuil de la piste 19. Merci, monsieur. Bon, on a d'abord besoin de Toulois. Tu vas direct sur Cali ou sur Toulois? Il n'a pas dit l'arrivée Roseau Unité? Si. On a le temps de regarder? La situation dans le poste commence à devenir confuse. Le commandant cherche la carte d'approche pour la piste 19. L'approche passe bien par Roseau. Toulois, Roseau, Unité. C'est ça, oui. Regarde, celui-ci vient après Toulois. Alors que le contrôleur attend toujours leur message à la verticale de Toulois. Seulement Toulois a disparu de l'ordinateur et les pilotes n'ont plus la moindre idée de l'endroit où il se trouve. Le commandant décide d'oublier le survol de Toulois et demande à la tour s'ils peuvent voler directement sur Roseau, le dernier point de passage avant la piste. American 965, pouvons-nous aller direct sur Roseau, puis opérer l'arrivée Roseau, monsieur? Affirmatif. Prenez Roseau 1 et piste 19. Le vent est toujours calme. D'accord, Roseau direct, puis Roseau Unité par la 19. Merci, American 965. Rappelez à Toulois. À cet instant, le contrôleur croit l'avion au nord du point de report toulois. Privé de radar, il ne réalise pas que le vol 965 vient tout juste de le dépasser et commence à s'engager à toute vitesse dans la vallée qui mène à Cali. Le commandant va maintenant commettre une autre erreur. Puisque le contrôleur autorise une approche sur Roseau, il reprogramme l'ordinateur de vol. Vous tapez son nom. Sauf que quelquefois, vous tapez le début du nom et l'ordinateur vous propose plusieurs noms et vous choisissez. Et là, il ne faut pas se tromper. Roméo, Rozu, c'est pas tout à fait la même chose. Et si vous l'avez inséré sans le vérifier derrière, ben, l'avion tout simplement va suivre la trajectoire, la fausse trajectoire. Et là, ça commence à devenir dangereux. Or, le commandant va se tromper. Sans vérifier, il entre dans l'ordinateur le point Roméo au lieu du point Roseau. À la seconde où l'information est entrée dans le FMS, le pilotage automatique réagit et modifie instantanément la route. À plus de 500 km/h et à une vitesse de descente de 400 mètres par minute, l'avion entame un long virage vers le point Roméo, situé à plusieurs centaines de kilomètres de là, à Bogota. Je n'ai pas soupçonné une seconde qu'ils étaient en train de dévier de leur route, alors qu'ils étaient en descente. Puisque moi, je n'avais pas de radar. Dans le poste, les pilotes, eux aussi, ne s'aperçoivent de rien. Ils sont concentrés sur les cartes d'approche alors que leur avion s'enfonce dans les montagnes. Pendant plus d'une minute, le vol 965 s'éloigne de sa route. Soudain, les deux pilotes réalisent enfin que leur avion n'est plus sur le bon cap. Mais où sommes-nous? On se dirige Bon, vers... écoute, allons droit sur Toulois, d'accord? C'était quoi le cap? 177. ULQ. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Le commandant cherche un repère dans l'obscurité. Si seulement il pouvait localiser Toulois, il pourrait se repérer. Il passe d'une page informatique à une autre, puis entre manuellement la fréquence radio de la balise de Toulois. Ok, je l'ai, 177. Ça colle pas sur le mien, je ne comprends pas pourquoi. Ok, donc tu veux un virage à gauche pour retourner sur Toulois, c'est ça? Non, surtout pas. Continuons sur... Pour l'instant, on va jusqu'où alors? Toulois. À cet instant, les deux hommes sont complètement désorientés.
Ils ne savent plus exactement où ils se trouvent. Voilà, oui, c'est ça. On va directement sur Cali, ok. Non, c'est bien foutu dans la merde, là. Ouais. Cap direct sur CLO. Comment on a pu se mettre dans un tel pétrin? Bon, tourne à droite. Maintenant, tourne à droite. Les pilotes l'ignorent, mais lorsque leur avion est sorti de sa route, il a franchi une ligne de crête. Et l'appareil se trouve maintenant dans une vallée parallèle à celle qu'il aurait dû survoler. Les passagers, eux, ne se doutent de rien. Ils sont persuadés de se poser dans quelques minutes sur la piste de Cali. Notre chère Colombie. On est presque arrivé. Tant mieux. Saleté de Toulouse. J'arrive pas à comprendre, je le trouve pas. Regarde. Maintenant, non. Ah, c'est foutu pour Toulouse. D'accord, je vois. Mais je peux le programmer si tu veux. Non, je ne veux pas de Toulouse. Oublie-le. Écoute, allons juste chercher l'axe de la piste. Roseau, donc. Roseau. On a calé maintenant directement à Roseau, d'accord? Ok, allons-y. Une seconde, je vais te clarifier ça. Cette fois, ils décident d'abandonner définitivement Toulouse et de prendre un cap direct pour rejoindre la piste. Ils ignorent juste que, devant eux, la montagne dresse un rempart. 965, altitude. 965, 9000 pieds. bien reçu. Distance Actuelle. Merde, remonte! L'alarme de proximité du sol les prévient brutalement de la présence du relief. 965, ici la tour de Cali. Est-ce que vous me recevez? Il n'a pas répondu. Il n'a plus jamais répondu. Ok, on y va doucement, on y va doucement! J'ai senti qu'on était violemment soulevés, comme sur des montagnes russes. Les turbulences étaient vraiment très fortes. Et à ce moment-là, tout le monde a compris que c'était grave. Toute en douceur! Oh non! Remonte, allez! Instinctivement, j'ai saisi la main de mon père. J'ai mis la tête entre mes genoux. Et je ne pensais plus qu'à une chose. Tiens bon, ça va aller, ça va aller. Ce sont les derniers mots enregistrés par la boîte noire. American 965, contrôle de Cali. Vous me recevez? À 22h42, en approche finale pour la piste 19, American 965, vous me recevez? le vol 965 d'American Airlines disparaît sans laisser de traces. American 965, contrôle de Cali. Est-ce que vous me recevez? Ça ne m'était jamais arrivé. C'était la première fois que je perdais un avion. L'équipage ne répondait plus. Sur le moment, c'est très difficile à comprendre. Lorsque l'avion a cessé de me répondre, j'ai regardé dehors à travers les vitres. La nuit était claire et je pensais le voir arriver au loin. Mais cette fois-ci, je n'ai rien vu arriver. Dans l'aérogare, pour l'instant, personne ne se doute de rien. Les tableaux d'affichage annoncent un retard de 7 minutes sur le dernier horaire prévu, rien d'inquiétant. Mais le retard va grandir. Et puis surtout, la rumeur va courir. Le contrôleur aurait, dit-on, perdu le contact avec le vol 965. En un instant, les familles, les amis venus accueillir les passagers passent de la joie à l'angoisse. Et puis, la nouvelle se répand. Terrible. L'avion se serait écrasé.
La confirmation du crash arrive au même moment à la tour de contrôle. Les habitants de Bouga, à 70 km au nord de Cali, ont entendu une énorme explosion. Aussitôt, les secours se mobilisent et foncent sur Bouga. La ville est au pied d'une chaîne de montagnes qui culmine à 3000 mètres. Il est maintenant 3 heures du matin. 6 heures se sont écoulées depuis l'accident. Les premières équipes de recherche escaladent le flanc du mont Deluvio. Ici, il n'y a aucune route. L'endroit est totalement coupé du monde. Au petit matin, parmi les morceaux de métal tordus, noyés dans les débris, Mercedes Ramirez est miraculeusement vivante. Son dernier souvenir avant l'impact, c'est la main de son père dans la sienne, juste avant un énorme bruit. Je n'ai aucun souvenir avant le lendemain matin. Il faisait jour. Je me suis réveillée et j'ai vu la lumière du soleil autour de moi. Je ne savais pas où j'étais. Et ce que je voyais ressemblait à une décharge, à un dépotoir. Étendue là par terre, je me demandais vraiment où je me trouvais. Mercedes est grièvement blessée. Elle souffre de lésions internes et d'une jambe cassée. À l'aide! Est-ce qu'il y a quelqu'un dehors? Aidez-moi, je vous en prie! Mauricio Reyes, le jeune étudiant de 19 ans qui était assis à côté de sa mère, a également survécu à l'impact. Par ici, s'il vous plaît, aidez-moi! Est-ce que vous pouvez bouger? Oh, je ne sais pas, je vais essayer. Ma jambe est coincée. C'est bon, je suis là. Aidez-moi, s'il vous plaît. J'arrive. Tenez bon. Ça y est, je vous vois. Aidez-moi, je vous en prie. Essayez de venir vers moi. Pour moi, le seul moyen de sortir de l'avion était de ramper par-dessus les gens. Et je me rappelle cette femme sur laquelle j'ai dû passer. Je ne l'oublierai jamais. Rétrospectivement, je me suis dit, mon Dieu, elle était la mère, la sœur, la femme de quelqu'un. Mais à ce moment-là, elle était juste un objet que je devais escalader pour pouvoir m'échapper. Vous croyez que vous pouvez vous lever? Je crois que j'ai la jambe cassée. On essaie. À 3. On essaie. 1, 2, 3. J'ai vraiment ressenti la douleur pour la première fois quand il m'a soulevée. J'ai senti comme un courant électrique tout le long de ma jambe. Alors il m'a reposée par terre pour essayer de trouver de l'aide. Allongez-vous, voilà. D'accord? Ne bougez plus. Je vais chercher de l'aide. Au secours! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Quand j'étais étendue par terre, je me disais surtout, pourquoi moi? Pourquoi cela m'est arrivé à moi? Dès le lever du jour, l'armée de l'air colombienne se joint aux recherches. Les premiers hélicoptères décollent pour tenter de localiser l'épave. Au sol, les équipes de secours qui ont marché toute la nuit progressent difficilement dans une végétation dense. Lorsque je me suis réveillé, j'ai commencé à avoir mal dans le dos. Et puis en entendant le bruit des hélicoptères, j'ai compris que quelque chose était arrivé. Ensuite, j'ai vraiment commencé à paniquer. Aidez-moi! S'il vous plaît, il y a quelqu'un! Aidez-moi!
Michel! Michel, c'est toi? Michel, la petite fille de Gonzalo, est prisonnière des débris. Michel, j'arrive, ma chérie. Continue de me parler, d'accord? Michel! Alors j'ai compris que ma fille avait aussi survécu. J'ai commencé à ramper pour essayer de trouver d'où venait sa voix. Michel, parle-moi! Où est-ce que tu es? Gonzalo se fraye un chemin pour atteindre et dégager sa fille. Mais Michel est coincé sous un morceau du fuselage. Aïe, aïe, j'ai mal à la jambe. Quand le fuselage a écrasé mes jambes, j'avais toujours ma ceinture. Et je crois que le choc a été tellement violent que mes jambes sont quasiment entrées dans le sol. J'ai essayé de bouger, mais j'avais très mal aux jambes. Et je n'ai pas pu me libérer. J'ai mal, papa, aide-moi. Ça va, je suis là, Michel. Bon, écoute, ma grande, je vais aller te chercher de l'eau et je reviens très vite, d'accord? Et puis j'ai essayé de ramper encore pour sortir de là. Malgré une grave blessure au dos, Gonzalo parvient à ramper jusqu'à une ouverture dans le fuselage. J'ai vu une ouverture derrière moi. J'ai imploré le ciel de m'aider à sortir de là. Hé, par ici! À l'aide! À l'aide! Quand je me suis retrouvé dehors, j'ai entendu mon fils m'appeler. Je suis là. Gonzalito! Il disait « Papa, papa, aide-moi, aide-moi ». Gonzalito! Gonzalo Dusan cherche désespérément son fils, mais il ne parvient pas à le retrouver parmi les débris de l'avion. Blessés, choqués, les survivants du vol 965 n'ont d'autre solution que d'attendre les secours. Michel? Michel, t'endors pas, hein? Mais en altitude, la température est très basse. Reste éveillé pour papa. Et sans vêtements chauds, il risque en quelques heures une hypothermie mortelle. Aucun incendie ne s'est déclaré et du coup, les hélicoptères ont du mal à repérer l'épave noyée dans la végétation. Or, pour les survivants, qui luttent contre le froid depuis des heures, chaque minute compte. Vous entendez ça? D'où ça vient? Michel? Finalement, après plusieurs dizaines de minutes de recherches infructueuses, l'équipage d'un hélicoptère repère les survivants. De l'endroit où je me trouvais, je voyais parfaitement les hélicoptères. Mais je ne savais pas si eux pouvaient me voir. On est là! Venez nous aider! Lorsque j'ai vu l'hélicoptère frôler la cime des arbres, j'ai commencé à agiter la couverture. J'ai commencé à agiter la couverture et puis j'ai dit « Oh, ils m'ont vu, ils m'ont vu. Ils viennent nous sauver. » J'ai repéré du monde! Hé, par ici! Après 10 heures d'attente dans un froid glacial, les quelques survivants du vol 965 commencent à reprendre espoir. Ils nous ont enfin trouvés. Et après ces longues heures coincées dans cette montagne, nous allions être sauvés. Les voir a été vraiment un moment exceptionnel. En arrivant, ils ont lancé une corde et ils ont commencé à descendre. J'étais tellement heureux de savoir qu'ils allaient nous aider. Ça va? S'il vous plaît. Ma fille, elle est coincée à l'intérieur. Je leur ai dit tout de suite, mon fils est vivant, mais je ne sais pas où il est. Aidez-moi à le retrouver, s'il vous plaît. Aidez-moi à le retrouver. Ma fille est vivante, elle est dans la carlingue. Les secours se divisent en deux équipes. L'une entre dans la cabine pour s'occuper de Michel, la deuxième fouille le site à la recherche du fils de Gonzalo.
Le petit garçon est retrouvé accroché à une branche d'arbre. Il vient de passer 10 heures suspendu dans les airs. Il est dans un état critique. Mauricio Reyes est le premier survivant à être évacué. Mais la météo se dégrade et des nuages bas clouent les hélicoptères au sol. L'état de Michel est grave. La petite fille a besoin de soins urgents. Les sauveteurs décident alors de fabriquer un brancard de fortune avec les débris de l'avion et de l'évacuer à pied. Ils entament une longue descente vers la vallée où attendent des ambulances. Les 2 autres survivants vont attendre une éclaircie et le retour des hélicoptères pour être évacués vers les urgences de l'hôpital universitaire de Cali. « 13 heures après l'accident du vol 965, Michel Dussan est la dernière victime à sortir vivante de la jungle du Mont Deluvio. Les chirurgiens ont essayé de sauver la vie de son petit frère, mais Gonzalo Junior est décédé sur la table d'opération des suites de ses blessures. Je ne pense pas qu'il y ait d'explication médicale ou scientifique. Rien ne peut expliquer que sur 159 personnes, moi, une petite fille de 6 ans, j'ai pu survivre alors que tant d'autres, bien plus résistants que moi, sont morts. Je remercie simplement Dieu. Sur les 163 passagers et membres d'équipage présents à bord du vol 965, seuls 4 ont survécu. Fait étonnant, tous les rescapés étaient assis à 2 rangs les uns des autres, juste au milieu de la cabine. La structure à cet endroit est renforcée pour soutenir les ailes, c'est ce qui les a probablement sauvés. Malheureusement, les parents de Mercedes n'ont pas eu cette chance. Le jour de son 21e anniversaire, elle a perdu son père et sa mère. Ce 20 décembre 1995, ma vie a changé pour toujours. Ça n'a plus jamais été pareil. Il y avait 163 personnes à bord. Et au moment où l'avion a percuté la montagne, tous leurs espoirs et leurs rêves se sont instantanément envolés. J'ignore pourquoi, mais moi j'ai eu une seconde chance. Alors je vais en faire quelque chose de bien. Les survivants évacués, place maintenant aux enquêteurs. Il va falloir expliquer pourquoi et comment un avion de ligne ultramoderne s'est écrasé en pleine montagne à plus de 20 km de sa route normale. L'enquête est menée par les autorités de l'aviation civile colombienne et les hommes du NTSB, le Bureau de la sécurité des transports américains. L'analyse des débris de l'avion indiquait que l'appareil avait percuté le flanc est de la montagne alors qu'il essayait de revenir vers l'ouest dans la vallée. La partie principale du fuselage a franchi le sommet de la montagne pour atterrir sur le flanc ouest, qui se trouve dans la vallée. Dave Simon participe également à l'enquête. Ancien commandant de bord, il connaît bien l'approche de Cali. À l'époque, cet accident a choqué l'industrie aéronautique. Choqué parce que personne n'a compris comment un appareil aussi sophistiqué qu'un 757, affrété par American Airlines, une compagnie de renommée mondiale et pilotée par un équipage qualifié, a pu s'écarter autant de sa route. Personne n'a compris comment ni pourquoi cela a pu arriver. Les hypothèses de sabotage et de défaillance mécanique sont rapidement écartées.
L'enquête se concentre sur l'action des pilotes. La découverte des boîtes noires permet aux enquêteurs de reconstituer les derniers moments du vol 965. Un accident d'avion n'est jamais causé par un seul facteur, mais par une chaîne d'erreurs. Or, une chaîne est constituée de nombreux maillons. L'avion volait à destination de Cali. Au moment où il se trouvait en approche éloignée de la piste 01, le contrôle a proposé à l'équipage un atterrissage plus direct sur la piste 19. Est-ce que vous voulez prendre la piste 19? Qu'est-ce que tu en dis? Tu veux essayer la 19? Ça va pas être facile de descendre, mais c'est faisable. Lorsqu'ils ont accepté cette nouvelle approche, le copilote a fait remarquer qu'ils avaient besoin de descendre de façon précipitée pour pouvoir y arriver. D'accord, monsieur, mais il va falloir descendre rapidement. Au moment où l'équipage accepte l'approche pour la piste 19, l'avion vole trop haut, trop vite et est trop près pour pouvoir réussir cette approche. Pour perdre rapidement de l'altitude sans prendre de la vitesse, le copilote sort alors les aérofreins. Un geste qui sera lourd de conséquences. Le fait d'avoir accepté cette piste a obligé l'équipage à la précipitation. On a d'abord besoin de Toulouse. Tu vas direct sur Cali ou sur Toulouse? Il n'a pas dit l'arrivée Roseau Unité? Si, on a le temps de regarder. L'équipage doit maintenant étudier les cartes d'approche et reprogrammer l'ordinateur. Pendant ce temps-là, l'avion vole à plus de 9 km à la minute. Parce qu'ils se dépêchent, qu'ils sont dans l'urgence, ils font une demande dangereuse. Cali, ici American 965. Pouvons-nous aller direct sur Roseau, puis opérer l'arrivée Roseau, monsieur? Affirmatif. Prenez Roseau Unité, piste 19. Lorsque le contrôleur dit « affirmatif, prenez Roseau 1 », il veut dire utiliser la procédure d'approche Roseau 1. Mais les pilotes ont compris qu'ils devaient voler directement vers Roseau. Ce n'était pas une bonne idée d'aller directement sur Roseau, parce que c'était le dernier point de report juste avant la piste. Roseau était leur dernier point avant l'atterrissage, et non pas le premier point de la procédure d'approche. C'est un véritable malentendu. Les pilotes croyaient une chose, et le contrôleur en croyait une autre. À mon sens, c'est un autre maillon de la chaîne d'erreurs. Mais où sommes-nous? Les pilotes regardent leurs cartes placées devant eux et ils voient le repère Roseau qui est identifié par la lettre R. Tout naturellement, ils entrent R dans l'ordinateur, croyant qu'il va les conduire directement sur Roseau. L'ordinateur propose une liste de R parmi lesquels choisir. Mais les pilotes ignorent qu'aucun d'entre eux ne correspond à Roseau. Vous vous trompez de nom. Vous avez tapé qu'une partie du nom et en prend un autre. L'ordinateur, il va suivre tout simplement. Il y a nécessité, à chaque fois qu'on insère un point, de le faire vérifier par le collègue. Sinon, on est en danger de mort. Une fois l'information entrée, l'écran de navigation montre en permanence au pilote la route programmée. Ni le commandant ni le copilote n'ont remarqué l'erreur. Selon American Airlines, la procédure préalable à ce type de saisie est de demander confirmation à l'autre pilote. Cela vous semble correct? 965, on est à 9000 pieds. Manifestement, cela n'a pas été fait. Si ça avait été le cas, une ligne en pointillé leur aurait indiqué une route provisoire partant du nez de leur avion qui vire et retourne dans les 7 heures. Le commandant de bord était trop pressé. Il a entré une fausse information sans vérifier. Dans l'aviation, on appelle ça « Freddy au doigt rapide ». Quand vous ne vérifiez rien, quand vous entrez une donnée dans l'ordinateur sans vérifier l'endroit où il va réellement vous emmener. Ouais, il faut tourner à gauche. J'arrive pas à l'identifier, c'est quand même dingue. Malheureusement, l'équipage ignore que ce R correspond à un autre point de report, situé, lui, à 240 km de là, derrière eux, positionné dans leur 7 heures. Et c'est cette direction que commence à prendre l'avion. C'est ainsi que l'équipage du vol 965 a involontairement quitté sa route et précipité l'appareil vers la catastrophe.
Mais où sommes-nous? L'avion suivait simplement ce qu'on lui avait demandé de faire. Dans ce cas-là, il faisait route vers Bogota, située à 240 km de là. En virage depuis plus d'une minute, les pilotes ne se rendent pas compte que l'avion s'éloigne de Cali et s'écarte dangereusement de sa route. Lorsqu'une situation est inattendue, on dit tiens on va faire ça, tu sors les cartes, moi je m'occupe de ça, je m'occupe de l'ordinateur de bord, et puis on s'aperçoit, vu de l'extérieur, que plus personne ne pilote, l'avion est livré à lui-même, il prend les virages sur des routes qui ne sont pas les bonnes, et ça va très vite. Et c'est une situation de risque qui est considérable. Mais où sommes-nous? On se dirige vers... Bon, écoute, allons droit sur Toulouse, d'accord? C'était quoi le cap? 177. ULQ. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe avec l'ULQ? C'est bizarre. Nous avons un vieux dicton dans l'aviation. N'envoie jamais ton avion à un endroit si ton cerveau ne l'y a pas précédé de 5 minutes. American 965, distance actuelle. Que vouliez-vous, monsieur? Distance DME. Dans ce cas-là, l'avion les a précédés. Il volait conformément aux données entrées dans l'ordinateur. Et effectivement, il volait à toute allure sans que les pilotes connaissent sa destination. Les pilotes ont perdu en fait toute faculté d'évaluer correctement leur situation. Donc tu veux un virage à gauche pour retourner sur Toulouse? Non, surtout pas. Continuons sur... Mais jusqu'où on va alors? Toulouse. Donc à droite? Non, attends. Où est-ce qu'on va? Nous sommes dans une situation critique. Il fait nuit, on est stressé, on est pressé. Il y a des montagnes partout. Un terrain qu'on ne connaît pas très bien. Il eût été préférable, évidemment, de prendre de la distance. Et comment prendre de la distance? C'est de débrancher le pilote automatique, de remettre les gaz, et finalement, on s'en sort pas. On va directement sur Cali, ok? L'équipage ne remet pas les gaz, ne reprend pas d'altitude, et le vol 965 poursuit sa descente. Distance actuelle. Lorsque l'alarme sol se déclenche, signalant la proximité du relief, le copilote débranche aussitôt le pilotage automatique, mais oublie de rentrer les aérofreins. Ici, tour de contrôle de Cali. Est-ce que vous me recevez? Selon le rapport d'enquête, sans les aérofreins, l'avion serait largement passé au-dessus de la montagne. Il s'agit d'un accident de type CFIT, c'est-à-dire une collision sans perte de contrôle de l'appareil. Je veux dire par là que l'équipage contrôlait un avion qui fonctionnait tout à fait normalement, et il l'a précipité vers la montagne. Depuis un siècle, c'est l'une des causes d'accidents les plus fréquentes, et ça reste un problème. Ces deux pilotes aux commandes du 757 d'American Airlines étaient expérimentés. Ces deux pilotes étaient de bons pilotes. Mais je crois que c'est comme pour tout. Deux bons pilotes ont été détournés du droit chemin par un problème qu'ils essayaient de résoudre. Et pendant ce temps-là, ils n'ont pas fait l'essentiel. Piloter l'avion. La justice a conclu que les pilotes du vol 965 avaient été délibérément négligents durant leur approche de l'aéroport de Cali. Mercedes Ramirez, elle, depuis le crash, s'est lancée dans des actions pour améliorer la sécurité aérienne. Je crois que c'est un exemple typique de tout ce qu'un équipage ne doit jamais faire aux commandes d'un avion. J'espère que c'est un avertissement pour tous les pilotes. Peu importe combien de fois ils ont fait un trajet, ils doivent rester vigilants et conscients du moindre de leurs mouvements. Ils tiennent des vies entre leurs mains.